bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, Nabino, entretien et allélo, Toyambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Alors nous allons commencer avec le camarade Luc Malembe. Donc le camarade Luc Malembe, il est le porte-parole du président élu en Ituri. Vous avez la parole. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je suis obligé de le présenter correctement. Luc Malembe que vous voyez ici, c'est un vaillant combattant de la liberté. Il vient de passer 7 mois en prison à Bunia, simplement parce qu'il a dit que l'état de siège ne marchait pas. Il fallait arrêter. Luc Malembe, auparavant, a été convoqué par le gouverneur militaire de l'Ituri et ce gouverneur lui a dit « Monsieur Malembe, je vous appelle ici pour vous interdire de parler de moi. Je sais que vous animez des émissions, vous parlez, mais ne parlez pas de moi. » Et Luc lui a dit « Oui, mon général. Je ne parlerai pas de vous si vous faites du bien. Mais si vous faites du bien, moi je parlerai de vous en bien. Mais si vous ne voulez pas que je parle de vous parce que vous faites du bien, ce n'est pas grave. Mais si vous ne vous comportez pas bien, je parlerai de vous. Sinon, considérez-moi comme ici présent arrêté. On l'a relâché, il est parti. Et il a continué à parler. Et ça lui a valu 7 mois de prison. Applaudissez pour lui. Je voudrais donner une précision. Luc Malembe est secrétaire exécutif adjoint de l'ECD en Ituri. Exact, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pour moi un honneur de me tenir devant vous pour vous parler de la situation sécuritaire dans la province où je vis en Ituri. Je commence par vous inviter à faire la différence entre la crise au nord Kivu et en Ituri. C'est deux situations un peu différentes parce qu'en Ituri, nous n'avons pas de groupes armés soutenus de manière ouverte par des pays étrangers dans l'objectif, comme au nord Kivu, de balkaniser notre pays. En Ituri, nous avons plutôt des groupes de milices à connotation tribale, mais qui n'ont pas vraiment un soutien déclaré étranger et qui n'ont pas de revendications territoriales ou de vouloir balkaniser notre pays comme au nord Kivu. Donc c'est une différence qu'il faut noter. Alors je vais commencer par la cartographie des groupes armés en Ituri. Nous avons des groupes armés locaux et un groupe armé étranger, les ADF, qui sont des Ougandais, jadis basés au nord Kivu. Mais comme vous savez, l'Ituri et le nord Kivu font frontière. L'Ituri fait frontière avec la région de Beni, où les ADF avaient leur bastion. Donc avec tout ce qui a eu comme opération de l'armée contre les ADF, ils ont dû se replier également en Ituri. Alors, pour ce qui concerne les groupes armés locaux, nous en avons 3. Le premier, évidemment, c'est les redoutables Codeco que vous entendez. Codeco est basé dans les territoires principalement de Djougou et d'Irumu. Djougou, peut-être qu'il faut, si vous le rappelez, c'est l'un des territoires les plus peuplés du Congo.
c'est plus de 2 millions d'habitants, le territoire de Djougou. Ce qui fait qu'il y a un vrai problème historique de cohabitation entre deux tribus majoritaires là-bas, les Hema et les Lendu. Leur problème date de l'époque coloniale. On apprend que les Lendu, qui sont les premiers occupants de Djougou, s'étaient opposés à l'arrivée des Belges pendant la colonisation. Alors, les chefs Lendu, certains ont même été déportés par les colons, envoyés au Haut-Touélé voisin pour les affaiblir. Et les Belges ont dû, maintenant, pour les affaiblir totalement, s'appuyer sur les Hema. Les Hema à qui ils ont donné apparemment beaucoup d'avantages, même leur ferme était gérée par les Hema. Ça fait que les Hema ont eu économiquement de l'ascendance par rapport aux Lendu. Cette situation va s'exacerber avec la zaïrianisation. Quand le régime Mobutu décide de ravir des concessions jadis appartenant aux Belges et de les donner aux Congolais, il se peut que malheureusement, on a donné, selon le régime de l'époque, on donnait aux Congolais qui avaient la capacité financière de les avancer ou de les gérer. Et ça fait qu'on a donné plus aux Hema, qui étaient économiquement forts qu'aux Lendu. On ne peut pas reprocher ça aux Lendu ni aux Hema. Donc on leur a donné comme ça et puis ça a augmenté les frustrations des uns et des autres. Alors cette situation va maintenant s'empirer avec la guerre interethnique qu'il y a eu en Ituri entre 1999 et 2003. Comme vous savez, en 1999, nous sommes sous la rébellion du RCD Goma. Il n'y avait pas l'État. Les armées ougandaises et rwandaises se combattent ou s'affrontent à Kisangani. Et les Ougandais, visiblement battus par les Rwandais, ont dû se replier à Bunia, en Ituri. Et quand ils arrivent là, ils instrumentalisent maintenant les Hema, ils les montent et il y a eu affrontement parce que c'était pour eux un bon moyen d'exploiter ou de s'emparer des ressources, notamment de l'or. Comme vous savez, l'Ituri, c'est l'un des plus grands bastions de l'or de notre pays. Donc voilà un peu. Nous avons les Codeco, comme je disais, en territoire de Djougou. Nous avons les Codeco qui est dominé par des jeunes Lendu. Les Hema aussi s'étaient organisés, mais de manière voilée. Ils ont créé un mouvement qu'ils appellent d'autodéfense, Zaïre, qui est aussi là-bas. Et il y a un autre groupe qui s'appelle Force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, qui est lui basé en territoire d'Irumu. Donc voilà les trois grands groupes locaux, Codeco, FPIC et Zaïre, qui sont basés entre les territoires de Djougou et d'Irumu. Et il y a les ADF, comme je disais, qui sont à Irumu et à Mambasa. La situation des ADF s'est empirée avec l'entrée de l'armée ougandaise, qui visiblement a roulé les gens qui sont au pouvoir actuellement. En fait, on sent comme si les Ougandais n'étaient pas venus combattre les ADF ou les terminer. Non, ils sont venus les repousser de leurs frontières. Les jours où ils sont entrés, ils ont installé des chars et des avions le long de leurs frontières. Ils ont commencé à pilonner les ADF. Et ça fait que les ADF se sont repliés en profondeur, allant au-delà de Beni vers les territoires de Mambasa. Et ça fait qu'aujourd'hui, la route nationale numéro 4 qui va de Beni en passant par l'Ituri jusqu'à Kisangani est devenue une route de la mort, alors qu'avant l'arrivée des Ougandais, elle était praticable. On incendie des véhicules, y compris des camions d'essence. On a tué même des étrangers, des commerçants d'essence kenyans, somaliens qui transportent du carburant de Bunia vers Kisangani. Alors, donc ça c'est la cartographie. Comme situation humanitaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis que la nouvelle crise de l'Ituri a commencé en décembre 2017, on est à plus de 1,6 million de personnes déplacées internes qui ont fui leur village dans les territoires de Djougou et d'Irumu.
Alors, là, ils sont accueillis dans plus de 65 sites de déplacés à travers la province, dont beaucoup se trouvent évidemment dans la ville de Bunia. Ça fait que l'Ituri, qui était l'un des greniers du Congo, c'est une province à vocation agro-pastorale et minière. Nous avons le lac le plus poissonneux du Congo, le lac Albert. Tout ça, à cause de l'insécurité, les villageois ont dû fuir partout et ils sont tous dans la ville de Bunia où la plupart, leurs enfants n'étudient pas, ils vivent de la mendicité dans la ville de Bunia et c'est une situation humanitaire très très préoccupante. D'ailleurs, avec l'état de siège, parce que je vais en parler, même les sites de déplacés ont commencé à être attaqués alors qu'avant l'état de siège, on avait des attaques, c'est vrai, mais jamais un site de déplacés n'avait été attaqué avant l'état de siège. Donc, voilà un peu, j'ai parlé de 1,6 million de personnes déplacées accueillies dans plus de 65 sites à travers la province, dont la majorité dans la ville de Bunia. Alors, les dernières tueries. Méfiez-vous de la vaste campagne médiatique mensongère mise en place par l'administration militaire là-bas. Lorsqu'ils vous font des vidéos, ils vont vous faire croire qu'ils ont stabilisé la situation. Non, c'est faux. C'est faux parce que, d'ailleurs, dans les territoires d'Irumu, par exemple, il y a 2 chefferies entières qui sont en voie de disparition. Il n'y a plus personne. Les ADF ont chassé quand ils venaient du Nord Kivu. Ils ont chassé tout le monde, ils ont incendié les bureaux de la chefferie. Ils ont fait, même les chefs ne siègent plus là-bas, ils sont tous à Bunia. Deux chefferies du territoire d'Irumu. Dans le territoire de Djougou, l'état de siège arrive au moment où le régime ici avait envoyé les anciens seigneurs de guerre, Lendu. Comme je vous disais que Codeco, c'est une milice en majorité Lendu. Alors, le régime ici avait envoyé les anciens seigneurs de guerre de l'époque de la guerre interethnique de 2003 pour aller les sensibiliser comme c'est leurs frères de tribu, et puis c'était des jeunes gens qui ont combattu avec eux dans la guerre interethnique. Et cette mission avait réussi à convaincre les miliciens à quitter la brousse. Plus de 15 000 miliciens avaient quitté la brousse. Ils attendaient d'être regroupés dans un site pour le début de leur démobilisation et désarmement. Mais le régime n'a jamais envoyé $1 pour les prendre en charge. Ces miliciens ont été abandonnés dans les villages alors qu'ils venaient de la brousse. Ils n'attaquaient plus. Comme ils n'avaient pas d'autres moyens pour survivre, ils ont installé des barrières sur toutes les routes à caractère national. Des barrières de perception illicite. C'est dans ce contexte que le régime va proclamer l'état de siège. Alors qu'on avait plus de 15 000 miliciens qui attendaient d'être regroupés et désarmés. Au lieu de continuer dans cet élan-là, le régime proclame l'état de siège pour dire que l'armée va venir les frapper. Les miliciens se sentant abusés par le régime, ils ont regagné les maquis. Ils ont regagné les maquis et maintenant ils sont devenus plus virulents pour tenter de défier l'état de siège. C'est ce qui a fait que le nombre de morts a augmenté avant l'état de siège par rapport à ce qu'il était, après l'état ou pendant l'état de siège par rapport à ce qu'on avait comme mort avant. Donc les miliciens ont voulu défier l'état de siège et ce sont les populations civiles qui en ont payé les frais. Si vous avez lu les chiffres, le baromètre sécuritaire du Kivu, qui est une structure de Human Rights Watch, qui fait le décompte des morts au Nord Kivu et en Ituri, avait parlé de plus de 2400 morts pendant l'état de siège, un chiffre qu'on n'avait jamais atteint avant l'état de siège. Disons, dans une année de l'état de siège, on a enregistré plus de 2400 personnes tuées en Ituri. Donc, l'état de siège donc, est venu avec beaucoup d'espoir qu'ils ont nourri. Et au finish, on s'est rendu compte que les militaires qu'on a installés dans les bureaux de l'État se préoccupaient des mines, de la douane, des recettes de la province, et les opérations étaient reléguées au dernier plan. Je peux vous dire ici que
nous n'avons jamais vu une opération d'envergure menée par l'administration militaire là, par rapport aux opérations qui s'effectuaient avant l'état de siège. Nous n'en avons pas vu. Alors, c'est ce qui a fait que nous, on a commencé... Bon, au début, nous tous, on avait appuyé l'armée. On a dit, s'ils peuvent nous aider à régler cette question, c'est tant mieux. Mais 1 mois après, 2 mois, 3 mois, les morts se sont accentuées. Jusqu'au jour, comme je vous disais, où le premier site de déplacés va être attaqué, le site de Drodro, en territoire de Djougou. Moi, j'étais dans tous mes états, c'était inacceptable. Les sites-là abritent plus de 2000 civils, en majorité des femmes et des enfants. Les miliciens sont venus, ils l'ont encerclé, ils ont ouvert le feu, ils ont massacré tout le monde, plus d'une centaine de morts en 1 heure. C'était inacceptable. Le lendemain matin, j'ai demandé, je suis allé aux médias pour demander à ce gouverneur militaire-là de s'en aller parce que pour nous, ça ne nous aidait pas. Son histoire a plutôt envenimé davantage notre situation. Parce que les déplacés avaient fui leur village pour trouver refuge dans un site où ils se croyaient être protégés. Et voilà qu'ils ont été massacrés, même là où ils avaient trouvé refuge. C'est ce qui a fait qu'il m'a jeté en prison. Nous avons dû l'affronter en justice avec l'appui de tout le monde. J'en profite pour féliciter et remercier sincèrement le président Elie qui s'était personnellement impliqué, le secrétaire général et tout le monde. D'ailleurs, l'honorable Kaseko est venu m'assister les jours de l'un de mes procès de comparution et nous avons dû être acquittés par la justice. Alors, par rapport à la position des populations locales sur l'état de siège, tout le monde demande la fin de cette histoire d'état de siège qui n'a fait que brimer la situation, la population. C'est donc un état de siège qui ne fait que museler la population. Les activités politiques sont suspendues, la justice civile suspendue et donnée aux militaires avec tout ce qu'il y a comme tracasserie judiciaire. Je vous rappelle surtout qu'en Ituri, nous n'avons même pas beaucoup de tribunaux militaires. Il y a des territoires entiers où il n'y a aucun tribunal militaire, mais on a suspendu la justice civile. Ça fait qu'il y a un déni de justice dans beaucoup d'entités comme le territoire d'Arou, de Mahagi, il n'y a aucun tribunal militaire. Arou et Bounia, où il y a un tribunal militaire, c'est plus de 400 km. Quelqu'un ne peut pas quitter là-bas pour venir chercher un juge à Bounia. Beaucoup d'entités comme ça ont été privées de justice. Nous avons tout le monde, la société civile, les acteurs sociaux, politiques, tout le monde, on demande la fin de cette histoire d'état de siège qui, d'ailleurs, ne nous a même pas aidés. Mais on ne peut pas s'expliquer comment le régime s'entête à maintenir un état de siège improductif, un état de siège qui n'a réglé rien. Aujourd'hui, l'état de siège s'est réduit à négocier avec les mêmes miliciens qu'ils étaient venus combattre, parce qu'ils ont été incapables de les frapper. Ils sont en train de négocier, je crois que vous avez suivi qu'ils ont signé des accords avec Codeco, ils ont signé des accords avec FPIC, mais les tueries continuent malgré tout ce qu'ils ont fait là comme accord. Donc, c'est une invitation que je vous lance à nous aider, vous tous, chacun là où il en a les moyens. L'état de siège est un échec. Le régime a peut-être honte de le lever, mais il n'a pas d'autre choix, il faut le lever parce que c'est un échec. D'ailleurs, avec les pouvoirs civils, on avait un peu plus de lumière que les activités de développement sont suspendues, les militaires sont dans autre chose. Il n'y a ni paix, ni développement, il n'y a rien. Alors, l'honorable Kaseko m'a également demandé de parler de la situation carcérale des prisons, où moi-même j'ai été à la prison centrale là-bas pendant 7 mois. C'est une prison, une petite prison construite à l'époque pour 200 personnes et qui en accueille 2200 à ce jour, plus de 2200 d'ailleurs. Lorsque moi j'ai quitté, c'était 2223. Alors, vous imaginez vous-même comment ça peut se faire. Une petite prison faite pour 200 personnes en accueille plus de 10 fois plus. Et cette situation s'est aggravée avec l'état de siège parce que les militaires n'ont fait qu'arrêter les gens.
sans avoir la capacité de les juger. Parmi les 2200 personnes détenues, plus de 70% n'ont jamais vu un juge. Ce sont des prévenus. Mais quelqu'un, il vous fait 5 ans, 6 ans, il n'a jamais vu un juge. Il est prévenu. Pour des petites infractions, il a volé une poule au quartier, un téléphone, il vous fait 5 ans en prison, sans l'espoir même de voir un juge un jour. Et de la promiscuité, il y a des gens qui n'ont même pas où se mettre debout dans cette prison. Mouroir. Donc c'est ça la situation horrible qu'il y a là-bas. Donc comme recommandation, la première, c'est qu'on doit immédiatement nous enlever cette histoire d'état de siège, qui n'a fait que priver aux populations leur droit, comme tout Congolais, de s'exprimer. On ne peut pas parler. Nous sommes, je suis parmi les rares personnes qui peuvent oser parler là-bas. Tout le monde a peur. Tout le monde, les militaires ont instauré un régime de terreur. Les médias sont contrôlés, muselés. L'opposition, déjà nous sommes les seuls partis d'opposition là-bas. Tout le monde est allé à l'Union sacrée. Et nous sommes, je crois, l'unique voix qui essaie de dire non, ça ne va pas ici et il faut y mettre fin. Donc, vous qui avez la liberté ici, aidez-nous à sensibiliser ce régime. Il doit lever son histoire d'état de siège. Il doit renvoyer ses militaires d'où il les a tirés. Parce que l'état de siège n'est pas à confondre avec l'armée. L'armée était toujours là. Lorsque nous leur disons ça, non, mais qu'est-ce qui va suivre si on lève l'état de siège? Comme si l'état de siège est levé, l'armée part. Non. L'armée a toujours été là-bas. L'armée est au Sud Kivu, il n'y a pas l'état de siège. Pour la petite histoire, le M23 a été vaincu en 2013. Il n'y avait pas l'état de siège. Donc on n'a même pas besoin de l'état de siège pour vaincre une rébellion. Donc voilà un peu la première recommandation. Aidez-nous à sensibiliser l'opinion ici. Aidez-nous à hausser le ton. Ce régime doit lever son histoire d'état de siège. Parce que visiblement, ils ont un plan caché, un plan électoraliste. On ne peut pas aller dans une élection s'il y a l'état de siège. Et on se demande pourquoi ils se maintiennent, ils se cramponnent à maintenir un état de siège décrié par tout le monde. C'est ce qui nous fait croire que visiblement, ils ont un plan caché de le maintenir là-bas et de nous écarter d'aller aux élections parce qu'ils savent qu'ils n'auront rien à Ituri, ils n'auront rien au Nord Kivu comme pouvoir. Le président, les deux provinces restent totalement acquises au président élu. Totalement d'ailleurs. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire et je vous remercie. Donc nous allons à présent accorder la parole au camarade Dr Emery Katavali, qui est secrétaire urbain dans la ville de Béni, donc secrétaire urbain du parti dans la ville de Béni. Docteur, vous avez la parole. Bonsoir. C'est pour nous aussi un honneur de nous présenter devant vous aujourd'hui. Comme vous venez de le dire, on nous appelle Emery Katavali. Nous sommes exécutifs urbains de l'ECD en ville de Béni. Il nous a été demandé de vous résumer la situation que nous sommes en train de vivre dans la région de Béni. Et nous savons que l'honorable Kassekwa en a parlé suffisamment. Mais quant à nous, nous allons juste présenter quelques faits que nous avons peut-être vécu comme témoignage. Et l'affaire ADEF, c'est quelque chose qui nous a mis dans une confusion, surtout dans notre région de Béni, parce que les ADEF, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont là, c'est depuis longtemps. Mais il y a une petite différence entre les anciens, c'est comme ça qu'on peut les scinder à deux groupes, les anciens ADEF et les nouveaux ADEF. Parce que ceux qui habitent Béni savent cette différence. Parce que par rapport à leur mode opératoire, les anciens ADEF, quand ils arrivaient dans les villages, ils pouvaient prendre les bétails, des vivres, et on pouvait faire porter à la population leurs bagages qu'on amenait vers les sommets du Mont Rwenzori. On pouvait passer 2-3 jours là-bas et après on relâchait les civils et les civils revenaient
dans leurs villages respectifs. Ça, c'est le mode opératoire des anciens ADF, que nous connaissons comme ADF. Mais le mode opératoire qu'on nous a présenté depuis 2014 nous a fait croire que ce ne sont pas les vrais ADF. Plutôt, ce sont des ADF forgés. Parce que depuis 2014, il y a eu vraiment des massacres en masse qu'on n'avait jamais vu, parce que c'est depuis 2014 que nous avons commencé maintenant à voir comment on peut décapiter une personne, séparer le corps avec la tête, ce qui n'était pas le mode opératoire des anciens ADF dont je venais de vous parler. Et aujourd'hui, la population de Béni a une autre connotation de ces ADF. C'est comme ça que vous pouvez voir certaines personnes commencer à dire que non, qu'il y aurait des mainmises de nos autorités qui seraient derrière ce qui est en train de se passer dans la région de Béni. C'est par rapport aux différentes preuves que nous avons. Moi, personnellement, je peux vous donner quelques faits que j'avais vécus. C'était un certain dimanche, le 13 septembre 2020. J'étais à l'hôpital, j'étais de garde. C'était à l'hôpital général de référence d'Oicha. Oicha, c'est le chef-lieu du territoire de Béni. Pendant que nous étions de garde, c'était vers 18h, il y a eu crépitement de balles dans la cité. Et après ce crépitement de balles, 1 heure, 2 heures après, on nous a ramené des blessés. Mais quand nous avons essayé d'interroger les blessés par rapport à la situation qui s'est produite, les blessés nous ont dit qu'ils étaient entrés, c'était vers 18h, l'heure de prendre le repas vespéral. Les hommes en tenue, bon, comme on a toujours dit, semblables au FRDC, ont surgi dans la cité et commencé à tirer à bout portant sur la population. Heureusement, dans les quartiers, il y avait des jeunes garçons qui se sont déjà regroupés dans ce qu'on appelle Véranda Muchanga. Véranda Muchanga, c'est un mouvement citoyen de jeunes qui se sont mis ensemble pour assurer la sécurité de la population. Ça veut dire chercher à savoir qui est nouveau dans les quartiers et il est venu d'où, quelle est sa mission dans les quartiers et quelle est sa durée ou alors son séjour dans les quartiers. Ce n'est pas un groupe de pression armé ou quoi, non, non. On fait la sécurité par la surveillance citoyenne. Ces jeunes gens étaient dans ces quartiers, ils se sont dit, ce n'est pas normal que les coups de balles surgissent subitement comme ça, à plein centre de notre cité. Ils ont quadrillé les milliers et subitement ils sont tombés sur nos propres militaires. C'était des militaires qui étaient connus du quartier. Et il y avait aussi certains policiers. Ces jeunes ont capturé 2 policiers avec un militaire. On les a cachés pendant 2 jours, en train de les interroger bien sûr. Mais après l'interrogatoire, ces militaires ont dit qu'ils ont toujours été envoyés par leur chef. Et après avoir accueilli des informations, on les a relâchés. Mais malheureusement, après cet événement-là, le lendemain, au lieu de récupérer ces militaires, on est venu traquer les jeunes gens qui ont attrapé ces militaires-là. Et à l'heure où je vous parle, ces jeunes sont toujours détenus dans la prison centrale de Béni. Ils n'ont jamais été présentés devant les juges. Et on se demande quel a été leur péché pour avoir... L'unique péché qu'ils ont fait, c'est attraper les gens qui ont été, je dirais, attrapés en flagrance délit, en train de tuer les gens. On les a attrapés et on les a interrogés. Ils ont dit la vérité. Mais au lieu maintenant d'emprisonner ceux qui ont commis des fautes ou ceux qui ont tué même des civils, plutôt on est venu arrêter ceux qui ont protégé des civils.
Ça, ce sont des premiers faits qui nous font croire que nos dirigeants sont derrière ce qui sont en train de se passer dans notre contrée. Il y a aussi un autre fait qui s'est passé dans la cité de Boulongo. C'est toujours dans le territoire de Béni. C'était aux environs de 20 heures. Encore une fois, les hommes portant des tenues semblables au FRDC ont surgi dans la cité et ont commencé à tirer à bout portant sur les citoyens. Alors, le lendemain, il y a eu dispute entre deux militaires et un militaire a dit à l'autre: Monsieur, tu veux que je t'accuse à la population que c'est toi qui aurais incendié le véhicule d'hier? Et c'est tout le monde il y avait plein de populations. Et il n'y avait même pas... Bon, dans moins de 30 minutes, nous avons vu les militaires arriver. On a pris ces militaires-là. On est parti avec les militaires dans une destination inconnue. Ces militaires s'appellent Bahati. Et 3 heures après, on nous a dit que le militaire est décédé. Alors que nous, on voulait que cette fois-là, comme ce militaire l'a dit ouvertement devant la population qu'il connaît la personne qui aurait incendié le véhicule, il serait mieux cette fois-ci de prendre les militaires en question et l'interroger davantage pour qu'on ait de vraies informations. Malheureusement, 3 heures après, on nous a dit que le militaire est décédé. Donc, tué par ses propres camarades. C'est toujours parmi les preuves qui nous ont montré que ce qui nous dit, ce ne sont pas des vrais ADF dont nous connaissons depuis longtemps. Plutôt, ce sont des militaires. Bon, on nous a toujours dit que ce sont des incontrôlés, mais nous pensons que ce ne sont pas des incontrôlés. Si c'était des incontrôlés, ces militaires devaient être traduits en justice. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, par rapport à la situation, ou alors situation humanitaire de la population de Béni actuellement. Actuellement, la population de Béni ne passe pas nuit dans des maisons. À l'heure où nous parlons ici, chaque famille commence à abandonner la maison et aller dans des agglomérations qui semblent être sécurisées. Et ces agglomérations, c'est au bord de la route principale. Les gens passent nuit dans des balcons de magasins, abandonnant leur maison, parce que la nuit, on craint que ces gens puissent encore surgir et commencer à tirer sur eux. Et à 18h, à 17h, les gens abandonnent des maisons et viennent se recroqueviller autour de la grande route, là où on pense que c'est un milieu qui semblerait être sécurisé, mais en réalité, ce milieu n'est pas aussi sécurisé. Et quand on passe, nous, dans des balcons, il y a toujours des conséquences. Il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, et comme conséquence, il y a un taux dans notre région de Béni, ça veut dire dans la zone de santé surtout d'Oicha. C'est Oicha, comme je venais de vous dire, c'est le chef-lieu du territoire de Béni. Lorsque nous étions en train de faire le monitoring par rapport au taux de décès infantiles, nous nous sommes rendus compte que le taux de décès infantiles a été revu à la hausse. Et quand nous avons essayé d'étudier les causes qui sont à la base de ces décès, nous nous sommes rendus compte que c'était parce que les enfants étaient exposés aux intempéries, aux moustiques, aux insectes. Et finalement, chaque jour, on enregistre des décès des enfants dans des hôpitaux des territoires de Béni. Pas seulement les enfants, mais aussi il y a des femmes enceintes. À part ça, nous avons enregistré un nombre important de taux de malnutrition. Et aujourd'hui, nous avons commencé à enregistrer les décès communautaires dus à la malnutrition, mais aussi, il y a aussi des décès communautaires dus à l'insuffisance des moyens, parce que la population est maintenant dépourvue de moyens. On ne sait pas même s'acheter des paracétamol qui coûtent 200 francs, 1000 francs, parce que la population de Béni vit de deux activités. Il y a l'agriculture et le commerce. Maintenant, aujourd'hui, la population de Béni ne sait plus se rendre dans des champs. Si vous y allez, c'est que c'est votre tête que vous mettez en jeu. Parce que aller aux champs et revenir vivant, en tout cas, c'est la grâce de Dieu. Ça, donc, ça veut dire qu'on n'a plus accès aux champs. Or, c'est l'unique moyen qui nous procure de l'argent. Deuxième moyen qui nous procure de l'argent, c'est le commerce. Aujourd'hui, toutes les routes qui nous unissent avec les pays voisins
sont maintenant bloqués. Parce que si vous osez fréquenter la route, soit c'est le véhicule qui est incendié. Et ce qui nous étonne, c'est que tous les véhicules qui sont incendiés, ce sont des véhicules avec marchandises. Si c'est un véhicule qui n'a pas de marchandises, ça ne sera pas brûlé. Mais si c'est un véhicule qui porte des marchandises, en tout cas, si ce véhicule est arrivé à la destination, c'est que c'est la grâce de Dieu. Et donc, aujourd'hui, il est difficile d'entreprendre quoi que ce soit comme activité dans la ville ou territoire de Beni. Et nous avons compris que la mission de l'ennemi, c'est de mettre la population ensemble pour qu'on puisse commencer bien sûr à enregistrer des morts dus à la famine. Parce qu'ils ont bloqué les champs, ils ont bloqué les commerces et finalement il n'y aura pas d'activité à entreprendre. Et donc la survie sera difficile. Comme conséquence, ce sont des morts que nous serons en train d'enregistrer. Voilà ce que nous sommes en train de vivre dans notre région de Beni. Ça veut dire, moi comme médecin, je peux recevoir un malade. Après les soins, le malade peut me dire qu'il n'a rien à payer. Mais moi je vais garder le malade jusqu'à quand? On est obligé de laisser le malade partir. Et comme conséquence, c'est l'hôpital qui tombe en faillite. Et après quelques mois, on n'aura plus de médicaments et les structures sont en train de fermer. À part fermer les structures par manque de médicaments, il y a aussi des structures qui sont en train d'être brûlées par les ennemis. Alors, si nous ne prenons pas conscience avant le temps, je pense que nous allons perdre cette entité-là, si nous allons effacer la région de Beni sur la carte de la RDC. Mais moi je pense qu'il est encore temps. Parce que dans la région de Beni, nous avons fait beaucoup de manifestations. À Beni, à Butembo, on a fait beaucoup de manifestations. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que ces manifestations ont été des manifestations locales. Et étant locales, ces manifestations ne pèsent pas sur le plan international. C'est comme ça que nous sommes en train de demander à tout Congolais, dans les différentes provinces, si on pouvait se mobiliser comme un seul homme. Parce que ce qui s'est passé avec la prise de Bunagana par les M23, bon, nous avons assisté à une forte mobilisation sur toute l'étendue de la RDC. Et la population de Beni était en train de se demander comment cette mobilisation ne s'est jamais produite pour les ADF. Mais nous voyons une forte mobilisation pour dire non au M23. Ça veut dire la région de Beni, c'est une région qui a déjà été abandonnée par tout Congolais. Ça, c'est notre vision. Voilà pourquoi nous vous sollicitons, chers Congolais, de nous liguer comme un seul homme. Les gens sont en train de mourir. Je vous remercie. Mwanamboka Emery Katavali, nous allons à présent donner la parole au secrétaire exécutif provincial de l'ESID dans la province de Tanganyika, Mwanamboka, bienvenue Matongo. Vous avez la parole. Ouais, Kalemi, ouais, tout à fait. Il est à Kalemi, qui est la capitale de la province de Tanganyika. À présenter la province du Tanganyika à ceux qui ne le savent pas. C'est une province de la République démocratique du Congo créée en 2015 ici dans le Katanga. La province du Tanganyika a une superficie de 134 940 km² avec la population de 3 62 000 habitants. En ce qui concerne le territoire, la province du Tanganyika est subdivisée en 6 territoires plus la ville-province de Kalemi, Bokama. Le territoire de Kalemi, donc il y a Kalemi ville et Kalemi territoire. Donc, le territoire de Kalemi qui se trouve à Kabimba, territoire de Moba à Moba, territoire de Nyunzu à Nyunzu, territoire de Kabalo à Kabalo, territoire de Kongolo à Kongolo et le territoire de Manono. Le territoire de
le territoire de Kongolo partage sa frontière avec la province. Le territoire de Kongolo partage sa frontière avec la province du Maniema. Le territoire de Manono partage ses frontières avec la province de Haut-Katanga. Le territoire de Moba partage sa frontière avec la Zambie ainsi qu'une partie de Haut-Katanga. Dans toute la province du Tanganyika, à l'Assemblée provinciale, 15 sièges. Au Sénat, nous avons 4 sièges. S'il vous plaît, à l'Assemblée provinciale, 25 sièges. À l'Assemblée nationale, 15 sièges. Au Sénat, nous avons 4 sièges. La ville de Kalemi, ou soit la province du Tanganyika en entière, a au moins 3 activités. La première activité, c'est la pêche dans le lac Tanganyika. Comme vous venez de le constater, la province s'appelle province du Tanganyika. Et le lac de Tanganyika est le 2e lac poissonné au monde. Donc pour nous, si vous êtes mince et que vous arrivez à Kalemi, dans peu de temps, vous allez prendre de la masse. La province était une province où la guerre n'avait pas sa place. C'est ainsi, au prolongement des gens de mauvaise volonté, les gens qui veulent s'approcher au pouvoir, ils ont voulu prendre le pouvoir par la force pendant que la population était déjà aux abois. C'est ainsi, vu l'intention, vu la tension, vu le fait que d'autres personnes voulaient s'approcher au pouvoir, la province du Tanganyika n'a pas opté pour encourager les enfants du pays qui avaient cette philosophie. Il s'est référé à l'adage du fait cardinal Mosengo qui disait que les médiocres dégagent. Étant donné que les médiocres faisaient partie de la province du Tanganyika, étant donné qu'ils avaient les pouvoirs, ils ont monté des résolutions pour nuire cette population. La première résolution, c'était de créer un conflit. Et le conflit, c'est un conflit des Pygmées ainsi que les Bantous. C'est un conflit vraiment falsiné de toutes pièces que nous n'avons jamais vu. Quelle a été leur motivation? Les Bantous disaient, les Pygmées disaient que le Bantou ne voulait pas que nous puissions épouser leurs filles. C'est ce que nous sommes en train de revendiquer. Étant donné que celui qui était au pouvoir avait une sœur qui était non mariée, on a dit, mais vous pouvez donner votre sœur, comme ça vous commencez là l'exemple, ça n'a pas tenu. Tout d'un coup, le conflit s'est éclaté pour la première fois dans la province, dans le territoire plutôt de Kabalo. C'est dans le territoire de Kabalo où les Toits ont commencé à revendiquer, ils se sont accrochés à nos frères Lubakati. Les Lubakati occupent Kabalo et une partie de Manono. Le conflit a dégénéré jusqu'à atteindre Manono en venant vers Nyunzu, de Nyunzu, Kalemi. Ce qui est drôle, ce conflit n'entrait pas dans les grandes villes. Par exemple, à Kabalo, le conflit se limite à 1 kilomètre de Kabalo territoire. À Nyunzu aussi de même, le conflit se limite à 1 kilomètre de Nyunzu. Le conflit est parti jusqu'à Moba. Arrivé à Moba, ce sont des jeunes gens qui ont vu leur maman, leur papa, leurs frères être massacrés, abattus comme des chiens.
Ils se sont regroupés parce que le gouvernement n'avait pas donné un feu vert de tirer sur les toits. Si un militaire osait se défendre devant un toit, et quand il rentre à Kalemi, sa place c'est l'auditorat militaire. Ce qui a motivé la population de prendre l'élan, de créer les groupes qu'on appelait éléments. Les éléments se sont regroupés une partie de Moba, une partie de Kalemi, ainsi que Kabalo, Nyunzu. Ils se sont assemblés pour commencer à répliquer contre les toits. Bon. Nous avons vu, c'était des jeunes expériences que nous avons vécues. Quand les éléments interviennent, c'est le FARDC qui arrive et met cesser les faits. Mais si ce sont les toits qui avancent, en tout cas là on laisse parce que récemment il y avait une attaque qui est arrivée même jusqu'à à l'école scientifique Lubouye. Donc c'est dans la ville de Kalemi, après scientifique Lubouye, pour ceux qui connaissent bien Kalemi, c'était collège, les toits descendaient. Et cela ne nous a pas donné, cela ne nous a pas facilité la tâche, puisque nous avons assisté à des choses tellement horribles. Un jour, un toit venait acheter au fait des vivres au marché Lubouye, pendant que les éléments avaient déjà avalé des médicaments et des médicaments. Si vous passez, vous êtes toi, ils sentent l'odeur. Et là, vous n'avez pas à faire, on vous prend et on vous mange sur place. Nous avons assisté à de telles choses. Les jeunes messieurs là, avec la délégation de tous ses amis, parce qu'ils avaient déjà peur de quitter le fait de se faire voir aux gens, il venait avec son argent pour acheter du sel et autres pour vivre, mais malheureusement il est tombé dans les mains des éléments. C'était horrible. Les gens ont assisté à ciel ouvert comment on égorge quelqu'un et on mange en pleine ville. Nous avons vu des gens passer avec le corps des gens. Vous coupez la main et puis vous prenez ça sur la moto, voilà, j'ai coupé la main. Tout ça à cause des intérêts politiques. Notre analyse ne s'est pas terminée par là, parce que nous sommes allés voir la MONUSCO pour montrer combien de fois il y a l'instrumentalisation. Première preuve, moi-même que vous voyez, j'ai fait la réunion à plusieurs reprises avec le chef de bureau de la MONUSCO, M. Pelé. Nous avons démontré à M. Pelé comment un toit peut trouver la lance de Thaïlande. Parce que quand on te donne une lance là, tu as la moto, tu peux monter rapidement, tu arrives jusqu'à l'hôpital général. Nous avons montré ces preuves. Par Mégard, il a dit, bon voilà, la MONUSCO a plusieurs départements et que si quelqu'un décidait de donner les lances au toit, ce n'est pas la MONUSCO, ça n'engage que la personne en question. Nous l'avons posé la question de savoir, mais pourquoi lorsque les hélicos tournent vraiment, lorsque les hélicos atterrissent dans la forêt, à un certain temps, vous voyez, maintenant c'est le conflit qui commence. Il nous a répondu et dit, voilà, il y a des gens qui peuvent commander des hélicos. Bon, cela n'engage pas la MONUSCO, ce sont les gens des particuliers. Mais un autre jour, il a fini pour dire que c'est votre gouvernement qui a signé tout ceci parce que la MONUSCO ne paie rien. Et cela, il n'a pas dit officiellement puisque nous étions déjà très proches. Et il a fini à dire cela. Le fait que ce conflit dégénère encore tout près des élections, nous avons trouvé qu'il y avait un problème de falsification des bureaux de vote. À ce point, nous avons dit à M. Crispin, vous devez préparer les gens de la majorité, vous préparez la société civile, et nous de l'opposition à l'époque, nous étions dans le RASOP. Et nous de l'opposition, nous allons visiter et révisiter tous les bureaux que vous avez indiqués, la CENI a donné.
voir s'il y a des gens ou pas, parce que nous savons que tous les villages environnants sont déjà vidés de leur population. La proposition a été prise, optée plutôt, et le jour où nous devrons partir, c'est la MONUSCO qui dit non, et si on tuait quelqu'un qui sera en charge? Nous avons dit, nous allons signer. Nous sommes des Congolais et notre sang ne compte pas plus que ceux qui meurent. Donc si nous mourons, la responsabilité revient à nous-mêmes. Nous avons signé. Après avoir signé, la délégation nous a conduits avec des militaires. Nous avons effectué au moins 120 km de la route qui mène à Kalemi-Moba. Donc c'est la grande route qui quitte Lubumbashi, Puerto, Kalemi. Nous nous sommes arrêtés à Fatouma, il n'y avait personne. La MONUSCO, par ordre du gouverneur, a été vraiment menacée et cette opération n'a pas pu continuer. Nous sommes rentrés et dans la conclusion, nous avons trouvé que vraiment c'était une histoire de falsification que nous avons payé comme ça. Cet conflit ne s'est pas arrêté par là. Le conflit là demeure jusqu'à présent. Parce que les doigts se sont retirés avec Major Mundus. Dans le côté là de Kisengo, Moussebe, là il y a les coltans. C'est là qu'il part s'installer. Et les éléments ont trouvé leur leader qui s'appelle Bitonto. Il vit à Katibil, il y a quelques 30 km de Kalemi. Et là où il est, il n'est pas contrôlé ni par le gouvernement, ni par autre qui que ce soit. Il est là bien armé et tout. Donc s'il décide, je descends à Kalemi, il va descendre et s'arrêter jusqu'à Kamko. Kamko, c'est en face du gouvernorat. Bon, juste après, il n'y a pas l'autorité de l'État. Par manque d'autorité de l'État, les doigts qui se sont transformés en des milices pour réprimer les Bantous n'ont pas de quoi vivre dans la forêt. Comme conséquence, jusqu'à présent, lorsque vous partez de Kalemi-Nyunzu, il y a toujours des coupeurs de route. C'est difficile de les repérer. Si vous passez, allez à l'église, faites un jeûne, dites gloire à Dieu. Parce que c'est vraiment horrible. Le seul chemin qui nous reste à parcourir, c'est le train. Puisque avec les trains, ça peut aller, mais il arrive des fois, les doigts arrivent à déboulonner les boulots du rail. Lorsque les trains arrivent, il y a déjà des raillements, on vous attrape là, c'est compliqué. Situation, il y a un monsieur là qui s'est donné, j'ignore encore son nom. Ce monsieur-là, vous pouvez tuer même sans toit. Alors, on lui a pris, le gouvernement lui a pris pour commencer à faire des convois. Lorsque le train sort, il est là pour sécuriser la population. C'est un peu ça la situation du Kalemi. Nous ne sommes pas arrêtés là. Juste après, Kalemi devient ville. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à Kalemi. La civilisation aussi, les autochtones sont en train de perdre leur culture. Nous avons eu des cultures qui sont horribles. Des gens venus du site Kivu. Puisque si vous voyez le territoire de Kalemi, Kabimba, vous pouvez aller, nous partageons nos limites avec le site Kivu. Ces gens-là, quand ils sont à Kalemi, ils nous ont appris comment tuer. Voler pour tuer. Ils sont en train de cambrioler des maisons pendant la nuit. Si vous n'avez rien, on vous dit à quoi servent vos mains. Ces mains devraient servir pour chercher. Et nous, nous sommes là, tu n'as rien. Allez, tu mets les mains là-bas. On va couper les mains à machette. Mais nous nous demandons, mais pourquoi eux ont des mains et ils font ça? Ce qui est un peu difficile. Cette situation ne s'est pas arrêtée là. Nous avons encore assisté
c'est là, à l'arrivée du président élu Martin Fayoulou à Kalemi. C'était vraiment horrible parce que les gens n'avaient pas peur de tirer. Et ils ont voulu faire Kalemi comme une ville qui a... Ils ont voulu faire de Kalemi comme une ville pionnière. C'est une ville historique, mais grâce à Dieu, le président est descendu et il est parti. Malheureusement, il y a eu mort d'homme à bout portant. À cela, nous tenons encore à féliciter la population de Kalemi pour le courage, pour l'engagement qu'ils ont pris. J'espère que le président lui-même est témoin. Les gens ont traversé, donc les gens ont sauté les cadavres pour voir la personne du président élu. Et c'est là... Et c'est là, le vice-gouverneur qui était auteur des commanditaires de ces actes a été ridiculisé jusqu'à la fin. Il y avait un militaire, s'il faut aller en profondeur, qui le vice-gouverneur a donné en fait l'ordre de tirer. Le militaire tirait en haut. Il lui a dit ce n'est pas comme ça, tirer les gens. Les militaires tiraient en haut. Il lui a ravi l'arme. Et il a tiré à bout portant, les gens sont morts. Ce militaire devrait s'expliquer à son commandant. Le lendemain, il a été arrêté. Le jour où il devrait en fait comparaître, on lui a dit nous avons reporté ça pour demain. Et le soir, il est mort en prison. La défine qui a subi, en fait, qui a été victime, et là aussi, on a aussi pris son cadavre et le mettre dans un endroit inconnu. Parce que la MONUSCO devrait faire des perspectives pour voir si elle est morte de balle ou quoi. La Mouka tient à la première place dans la ville de Kalemi. On peut détenir certains de ceux qui seraient complices dans le massacre de Beni. Donc comme on venait de le dire, nous ne pouvons pas citer les noms, mais quand même nous avons des exemples qui peuvent vous inspirer quelque chose. Un jour, il y avait nos éléments de FARDC qui avaient attaqué une position des ADF. Et après avoir délogé les ADF, subitement, ils étaient tombés sur une carte d'un officier FARDC. Et cette question avait suscité beaucoup de questions, à savoir comment la carte d'un officier de FARDC s'était retrouvée dans la position des rebelles. Et la carte, il y en a là, donc on avait capturé une photo, tout le monde en a, moi j'ai la photo de la carte dans ma machine. Donc cela peut aussi nous pousser à se poser beaucoup de questions parce que cet officier est connu. D'ailleurs, c'est... Oui, on ne le dit pas. Pas besoin de citer les noms. Donc, la deuxième question, on nous a demandé si, la même question avec les camarades de Luc Malembe, si nous n'avons pas d'organisation de société civile chez nous. Mais chez nous à Beni, la société civile, la population ne fait plus confiance à la société civile parce qu'on pense que cette société civile serait déjà corrompue par les autorités. Parce que par rapport à tout ce qui se passe, ceux des sociétés civiles n'entreprennent aucune action pour défendre la population. À part les mouvements citoyens, on peut citer la Lucha et le Véranda Mchanga, qu'on peut considérer comme société civile que nous avons à Beni qui peut plaider les différentes causes de la population. Autre question, c'est la question de savoir qu'est-ce que nous voulons. Nous voulons que ces assises ici puissent nous révolter. Et si on s'est révolté, nous croyons que nous allons mobiliser toutes les provinces ou alors toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour faire montrer à la communauté internationale que dans la partie est de la RDC, il y a un génocide qui est en train de se passer. Voilà ce que nous voulons.
Donc nous voulons que tout Congolais soit révolté par rapport à ce qui se passe à l'Est pour prouver à la communauté internationale qu'il y a un génocide qui se passe dans notre pays. Et la dernière question, c'est de savoir quel est l'accord de la communauté internationale. Et nous savons, la population de Beni précisément, c'est que la communauté internationale est représentée par la MONUSCO. Or, cette MONUSCO est aussi mise en doute par la population. Parce que vous allez savoir qu'en date du 17 mars 2022, dans la route reliant Kassindi et Butembo, il y avait incursion des rebelles. Et si vous consultez foxtime.cd, on nous avait dit que les ennemis avaient opéré avec l'hélicoptère portant la mention de la MONUSCO. Alors, on ne sait pas quelle est la communauté internationale dont nous pouvons faire allusion, alors que cette même communauté internationale est mise en question par cette population. Parce que depuis le jour où on avait relevé cette information, nous n'avons jamais entendu la MONUSCO ou alors renier cela. Or, on a toujours dit que qui ne dit mot consent. Ce qui a montré à la population de Beni que la MONUSCO serait aussi complice dans les différents massacres qui se passent dans la région de Beni. Il n'y a pas seulement ça, il y a plusieurs témoignages de la population. Un jour, nous avons organisé une conférence débat à Beni. C'était en date du 13 mars 2021. Je pense que nous avons même invité l'honorable Kassep. Il y avait des témoignages de la part de la population de Beni qui avaient prouvé noir sur blanc la complicité de la MONUSCO dans tout ce qui se passe à Beni comme massacre. Et donc, dire que nous allons faire confiance à la communauté internationale, je crois que c'est se tromper, à part nos propres efforts. Merci beaucoup. Congo et Kolobo, Congo et Kolobo, Le camarade a voulu savoir pourquoi est-ce que nous pouvons citer les noms de ceux les noms des commanditaires des massacres, soit des conflits. Bon, la réponse est que nous faisons la politique. Et lorsque nous faisons la politique, ce n'est pas la politique de la rue. Parce qu'en droit, il faut savoir prouver pour citer. Sinon, vous mourrez bêtement. Vous allez citer quelqu'un, on vous dit prouvez maintenant ce qu'il a fait, donnez des preuves. Mais en réalité, en résumé, si je fais mes résumés, nous avons eu le courage. Nous avons été courageux, nous avons doigté. Si nous sommes dans l'enceinte de la MONUSCO et nous disons voici les flèches thaïlandaises, où est-ce que les pygmées peuvent avoir ces flèches? Vous êtes les commanditaires de quoi? De ces troubles, de ces conflits. C'est le courage. Et là, nous les citons, mais on ne peut pas dire voici tel. Non, non. Nous allons dire ça dans l'ensemble. Si du moins nous avons le courage de doiter les gouvernements pour dire pourquoi vous ne faites rien, pendant que la population est massacrée, lapidée, vous regardez, et comme si l'État n'existait pas, c'est que vous êtes derrière ce conflit. C'est le courage, et nous dénonçons déjà. Et donc, en politique, il y a ce qu'on appelle le temps et l'espace. On peut voir c'était dans quel temps, quelle période, qui dirigeait, vous pouvez avoir les réponses de tout ça. En commençant d'abord par les hauts sommets du pays, dans la province, le numéro 1 de la province, vous savez que tout cela, ce sont des complices. Bon, nous n'avons pas eu peur de les citer, nous n'avons pas eu peur de les regarder droit dans les yeux. Je crois même il y a eu, au fait, la réunion des colloques, c'est pas moi, c'est organisé par, à l'époque, par, j'ignore encore son nom, mais il y avait Jeannette Kabila et les autres, les notables. Mais il y a un monsieur qui s'est donné la peine de citer quelqu'un, de doigter, de faire tout, pendant que nous tous nous étions invités, mais étant donné qu'on a su que les commanditaires des conflits sont ceux qui sont en train de nous appeler, nous avons dit non, non, vous pouvez régler vos histoires à vous seuls, sinon nous allons vous donner du poids pour rien, pour dire que voilà, l'opposition était aussi là. Faites vos histoires.
Mais celui qui avait besoin du perdième, parce qu'il y avait des perdièmes, il est allé, il a dit ce qu'il pouvait dire. Voilà, on lui a félicité, on l'a acclamé, tu connais dire, tu connais doigter. On lui a donné une tasse du thé. Quand tu l'habilles, il est mort sur place. Ce n'est pas un secret, ça s'est passé à Kalemi. Les chefs coutumiers ont fui, tout le monde a fui. Alors on nous disait, mais comment est-ce que vous aviez si? C'est pourquoi, chers camarades, il faut savoir, il faut avoir des rigueurs. Lorsque vous dites quelque chose, que votre oui soit oui et non soit non. Quelle que soit la conjoncture, quelle que soit la souffrance, supportez, parce que demain vous allez récolter de ce que vous avez semé. Je dis et je vous remercie. Malembe, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter d'abord? Luc Malembe, je suis porte-parole de l'Amouka en Ituri. Alors, on vous a raté au début. Est-ce que vous pouvez résumer l'origine de l'insécurité en Ituri? D'abord, il faut rappeler la différence qu'il faut faire entre la situation du Nord Kivu et celle de l'Ituri parce que c'est différent. En Ituri, nous n'avons pas de groupes armés qui sont appuyés par des pays étrangers dans l'objectif de balkaniser notre pays comme c'est le cas au Nord Kivu. Là, nous avons des groupes armés à majorité locaux qui sont là pour des conflits identitaires ou communautaires datant de longtemps. Comme vous savez, c'est depuis la colonisation belge, l'entrée des colons, les Lendou majoritaires ou premiers occupants du territoire de Djougou en Ituri, les chefs Lendou s'étaient opposés à l'entrée des Belges, à la colonisation. Alors, pour les affaiblir, les Belges ont dû s'appuyer sur l'autre communauté qui est antagoniste, les Hema. Et les Lendou ont dû donner apparemment beaucoup d'avantages, beaucoup aux Lendou. Cette situation va s'exacerber avec la zaïranisation de l'époque. Comme vous savez, le régime de l'époque avait ravi des concessions aux Belges, aux colons, et les a donnés à des Congolais. Mais la condition était qu'il fallait qu'on donne à des Congolais qui sont économiquement capables de les tenir. Il s'est fait que plusieurs concessions ont été données. Cela a augmenté la frustration du côté de l'autre communauté qui s'est sentie marginalisée. Alors, on va maintenant évoluer vers la guerre interethnique qu'il y a eu en Ituri entre 1999 et 2003. En 1999, vous vous rappelez, nous sommes dans la guerre du RCD Goma, il n'y avait pas l'État. Les armées ougandaises et rwandaises se sont affrontées à Kisangani pendant 6 jours, la guerre de 6 jours. Et les Ougandais, quand ils ont été apparemment battus par les Rwandais à Kisangani, ils se sont repliés à Mouna. Et arrivés là-bas, ils ont mis en conflit les Hema et les Lendu qui avaient déjà un vieux conflit. Parce que le conflit Hema-Lendu ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 1911 et c'est cyclique, ça revient toujours. Quand ils les ont instrumentalisés, les gens se sont rentrés dedans, ils se sont entretués, faisant plus de 60 000 morts selon l'ONU, entre 1999 et 2003. Alors, cette situation est en fait à la base de la crise actuelle. Il y a eu des frustrations qui n'ont jamais été réglées. Je viens de vous parler des problèmes de distribution foncière, parce que vous savez, les Hema sont des éleveurs, les Lendu en majorité des cultivateurs. Ça met toujours des conflits. Et le territoire de Djougou est l'un des plus peuplés du Congo. C'est plus de 2 millions d'habitants à Djougou. Il y a un réel problème de cohabitation et il va falloir un régime responsable pour régler ces vieilles questions et entamer un vrai programme de réconciliation, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. Vous avez été arrêté pendant 7 mois. De quoi est-ce qu'on vous reprochait? Vous savez que nous sommes ceux qui ont fait l'état de siège en Kivu. Lorsqu'ils ont proclamé l'état de siège en mai 2021, nous tous on a appuyé. On s'est dit, ben, si ça peut nous aider à régler cette question des tueries tous les jours, tant mieux, nous avons appuyé.
Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois se sont passés, on n'a rien vu. Au contraire, la situation a commencé à s'empirer. Non, ça, cette histoire doit s'arrêter. Et c'est que nous sommes en train de demander au régime en place d'élever immédiatement son histoire d'état de siège. Pourquoi il maintient une histoire que toutes les populations locales ont refusée?